Tu portes encore ce collier, dit Charles, jetant un regard à mon cou comme si cela l'offensait. Je ne t'ai pas déjà dit que ce truc valait au moins 3 de nos dîners? Je le regardais de l'autre côté de la table. La lumière au-dessus de nous était trop vive, la nappe trop blanche, le restaurant trop neuf et sans âme. Sa femme, Claire, s'affairait à déplier sa serviette avec des doigts manucurés, prétendant ne pas avoir entendu. Oui, répondis-je en posant délicatement mon sac à main sur mes genoux. Tu me l'as déjà dit. Il se pencha en avant, baissant la voix, mais pas sa cruauté. Eh bien, si tu veux manger ici, tu devrais peut-être envisager de le vendre. Je souris doucement. Puis je fermai mon sac et le posai sur la chaise vide à côté de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas venu pour dîner. J'étais venu pour dire adieu. Le serveur s'approcha juste à ce moment-là, plein de cette chaleur convenue et professionnelle. Madame prendra le bar ce soir? Il a beaucoup de succès. Je ne vais pas rester, dis-je en me levant. Le visage de Claire vira instantanément au rouge. Oh, ne sois pas mélodramatique, Marthe. Charles plaisantait, c'est tout. Non, dis-je calmement. Il ne plaisantait pas. Pendant un instant, personne ne bougea. Le tintement des verres et les rires étouffés des autres tables continuaient, détachés de la violence silencieuse qui se déroulait à la nôtre. Je pris mon manteau. Merci pour l'invitation, dis-je, sans méchanceté. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Charles se leva aussi, un peu trop vite, se cognant le genou contre la table. Maman, assieds-toi. Tu nous fais une scène. Je le regardai droit dans les yeux. Mon fils, 46 ans. Un homme qui avait un jour pleuré parce qu'il avait fait tomber son cornet de glace sur le parking. Un homme pour qui j'étais resté éveillé toute la nuit pour l'aider à ranger ses cahiers d'école quand son père était mort. Je ne fais pas de scène, dis-je. Je m'en vais, c'est tout. Et c'est ce que je fis. Dehors, le vent frappait plus fort que prévu. Je marchais lentement, me stabilisant à chaque pas, refusant de laisser le tremblement de mes mains atteindre mon visage. Le voiturier me demanda si j'avais besoin d'un taxi. Je secouai la tête. J'avais besoin d'air. De temps. De silence. Je descendis la rue, les talons de mes chaussures trop fins pour le trottoir fissuré, les perles autour de mon cou froides contre ma peau. Ce collier avait été un cadeau de mariage de ma mère. Je ne l'avais pas porté depuis des années, jusqu'à ce soir. Un cadeau d'une femme qui comprenait ce que survivre voulait dire, à une autre qui était encore en train de l'apprendre. J'atteignis le coin où se trouvait autrefois le fleuriste, maintenant un glacier, et m'appuyai contre le banc sous l'auvent. Ça sentait le sucre brûlé et le parfum d'adolescente. Un long moment, je restais assise, à écouter le bruit du monde autour de moi, les voitures, les rires, l'aboiement du chien de quelqu'un de l'autre côté de la rue. Je sentais encore la voix de Charles résonner à mes oreilles. Vends tes bijoux si tu veux manger ici. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont il l'avait dit, comme si j'étais un fardeau dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Comme si toutes les années de genoux écorchés, de fièvre nocturne, de pressants fins et de pardons silencieux étaient soudainement sans importance. Et peut-être qu'elle l'était. Je regardais le petit sac à main à côté de moi. En cuir marron, propre, mais vieux. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Un tube de rouge à lèvres que je n'avais pas utilisé depuis des semaines. Un chéquier avec mon nom en cursive usé et une minuscule enveloppe contenant une bague en opale. J'avais l'intention de la donner à Claire comme offrande de paix, comme un geste. Je faillis en rire. Au lieu de ça, je me levai et pris le long chemin pour rentrer chez moi. Le ciel se repliait déjà dans la nuit. L'avenue de Wagram bourdonnait derrière moi du trafic du vendredi. Mon quartier serait calme. De petites maisons en briques, des lumières de Porsche, le faible murmure des télévisions à travers les fenêtres. Je déverrouillai la porte de ma maison et entrai. La chaleur, les choses familières. Ma cuisine sentait encore faiblement la cannelle du pain grillé du matin. Un carreau fissuré près de la cuisinière, la vieille horloge verte qui faisait un tic-tac trop fort. Je retirai mon manteau, le suspendis soigneusement et m'assis à la table. Mes genoux me faisaient mal, mais ça ne me dérangeait pas. La douleur, avais-je appris, n'était qu'une autre sorte de rappel. Sur la table se trouvait un petit carnet, mon registre de compte. Je l'ouvris. Page après page de transactions. 400 € par-ci. 1200 € par-là. Frais de scolarité pour l'école privée, aide pour l'hypothèque, le nouveau canapé dont ils avaient désespérément besoin l'année dernière. Je tournai à la dernière page. Une note à moi-même.
écrite il y a des mois à l'encre pâlie. Souviens-toi de qui tu es. N'explique pas. Ne supplie pas. Je refermai le carnet et me levai. Ce soir, je ne pleurerai pas. Pas encore une fois. Qu'ils mangent leur barre. J'avais de la soupe au congélateur et de la dignité dans la poitrine, et les deux seraient chauds. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle contenait des sons qu'on ne pouvait entendre que lorsqu'on avait vécu assez longtemps quelque part. Le déclic du radiateur qui s'installe dans les murs, le léger craquement du plancher du couloir devant la chambre, le faible bourdonnement du réfrigérateur qui me rappelait la respiration endormie de mon mari. Je fis bouillir de l'eau et la versai sur un sachet de camomille, laissant la vapeur monter sur mon visage comme une bénédiction. Je n'allumai pas la lampe de la cuisine, juste l'ampoule au-dessus de l'évier. Je n'étais pas encore prête pour la pleine lumière. Je portai ma tasse dans le salon et m'assis dans le large fauteuil affaissé où je lisais des histoires à Charles pour l'endormir. Le coussin avait encore un creux là où il s'asseyait, blotti contre moi, des années avant qu'il n'apprenne à lever les yeux au ciel. Il y avait des photos sur le mur. Notre famille, dans des cadres qui n'avaient pas été époussetés depuis trop longtemps. Charles avec son sourire édenté le jour de sa première entrée. Charles à 13 ans tenant un ballon de football plus gros que son bras. Charles et Claire le jour de leur mariage. Ma robe était lilas. Je m'en souvenais parce que Claire avait plissé le nez en disant que ça faisait un peu « grand-mère ». Et puis la dernière photo, moi tenant le petit Simon, leur fils, mon unique petit-fils. Il devait avoir 12 ans maintenant. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Je sirotais ma tisane, la laissant me brûler un peu le fond de la gorge. Mes yeux traçaient les fissures du plafond qui couraient comme des rivières silencieuses à travers le plâtre. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Plus maintenant. C'était quelque chose de plus froid. Quelque chose qui venait après la tristesse, quand le deuil était passé mais que l'amertume s'était installée comme la poussière dans les coins. Que avais-je espéré à ce dîner? Pas des remerciements. J'avais depuis longtemps cessé d'en attendre. Pas de l'affection. Elle aussi s'était estompée avec le temps. Peut-être juste une gentillesse élémentaire, une table où je ne serais pas traitée comme une relique que l'on se sentait obligé d'exposer puis de cacher à nouveau. Un repas où ma présence ne serait pas une transaction. Je posai la tasse et me levai lentement. Mes genoux grognèrent. Mon dos se raidit. Mon corps avait appris à s'adapter à la déception silencieuse, mais mon esprit, lui, s'aiguisait. Dans le placard du couloir, derrière un vieux parapluie et une boîte de guirlandes de Noël emmêlées, se trouvait le trieur à soufflet marron que je n'avais pas touché depuis 2 ans. Je le sortis et le posai sur la table de la cuisine. Il sentait légèrement le moisi et le vieux papier. L'élastique, étiré et cassant, se rompit quand je l'ouvris. À l'intérieur, des talons de chèque, des relevés bancaires, des reçus, quelques emails imprimés, des notes manuscrites. Je commençai à trier. Un par un, je les disposai en ligne comme des cartes dans un jeu que je savais déjà perdu. Paiement des frais de scolarité, soins dentaires d'urgence, un nouveau climatiseur quand le leur était tombé en panne, des primes de Noël quand Charles était entre 2 emplois, un chèque de 10 000 € marqué « Prêt relais ». Il avait promis de le rembourser dans les 6 mois. C'était il y a 8 ans. Un autre de 4 500 €. La voiture de Claire. Juste un petit prêt, maman. J'ai besoin de quelque chose de sûr pour conduire Simon à l'école. Ils avaient demandé si facilement. Et j'avais dit oui si facilement. Voilà ce que personne ne vous dit sur le fait de vieillir. Ce n'est pas l'oubli qui est difficile. C'est le souvenir. De tout. La façon dont on vous a demandé, le ton de la voix, les silences après que vous ayez dit oui. Je trouvai la lettre de la compagnie d'assurance confirmant la police que j'avais encaissée il y a 5 ans. L'argent avait servi à les aider à rénover leur cuisine. Claire a besoin de place. Tu sais à quel point elle aime cuisiner. Pour autant que je sache, Claire ne cuisinait plus depuis des années. Ils avaient 3 applications de livraison de repas sur leur téléphone. Je les avais vues. Je trouvais un post-it froissé coincé entre les reçus, de ma propre écriture. Ne donne jamais plus que ce que tu es prête à perdre. J'avais dû l'écrire pendant l'un de mes rares moments de lucidité. Je souris. Trop peu, trop tard. Je remis les papiers dans le trieur, plus lentement maintenant, plus délibérément. Chacun était un rappel. Chacun était un morceau de la vérité. Ce n'était pas seulement le dîner. C'étaient les années qui avaient mené à ce moment. La première fois que Charles avait dit « On peut garder ça entre nous ». La première fois que Claire m'avait regardé comme si je n'étais même pas dans la pièce.
La façon dont Simon, autrefois curieux et vif, me disait à peine plus de 2 mots. J'avais permis tout cela, avec chaque euro, chaque geste, chaque silence. Je m'étais rendue de plus en plus petite jusqu'à ce que même ma présence au dîner ressemble à un luxe qu'il pouvait révoquer. Je me levai et m'étirai. Mes jambes tremblaient un peu. Je me tins au bord de la table pour garder l'équilibre, puis je portai le trieur jusqu'au secrétaire dans le coin et l'enfermai à clé. Demain, j'irai à la banque. Mais ce soir, je dormirai. Pas de ce demi-sommeil agité auquel je m'étais habituée, plein de soucis et de rationalisation. Non, ce soir, je dormirai avec un cœur qui, bien que meurtri, avait enfin commencé à battre à son propre rythme. Et pour la première fois depuis des années, je ne rêverai pas de ce que je devais. Je rêverai de ce qu'il me restait. Je n'ai pas dormi profondément, mais j'ai dormi pleinement. Quand je me suis réveillée, la lumière qui filtrait à travers les rideaux était grise et nette, le genre de lumière matinale qui n'exige rien de vous. Je me suis assise lentement, les articulations raides mais supportables. Rien ne pressait. C'était le cadeau de mon âge. Le temps n'était plus un tyran. J'ai fait du café au lieu de la tisane. Je voulais l'amertume. À 9 heures précises, j'étais habillée et prête. Pantalon, chemisier, manteau. Soigné, modeste. La bague en opale était toujours dans mon sac. Je ne l'ai pas sortie. La banque n'était qu'à 3 rues. Je n'ai pas pris la voiture. Je voulais marcher. L'air froid chassa les derniers vestiges de sommeil de mes os. Et tandis que j'avançais sur le trottoir, passant devant la boulangerie et son nuage de cannelle, et la vitrine de la pharmacie remplie de publicités pour la vitamine D, je sentis quelque chose comme une stabilité revenir. À l'intérieur de la banque, ça sentait la moquette et l'air conditionné. La file était courte. J'ai attendu derrière un homme qui portait trop de parfum et une femme tenant un bébé qui me fixait avec un intérêt franc et baveux. Quand mon tour est venu, j'ai demandé à parler à quelqu'un de mes comptes personnels. Un jeune homme nommé Antoine m'a fait entrer dans un petit bureau aux parois de verre et m'a souri avec trop de dents. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Fletcher ?» Fletcher. C'était le nom de mon mari. Je l'utilisais encore, même si George était parti depuis 14 ans. J'aimais sa sonorité. Solide, bienveillante. Je voudrais examiner tous les paiements sortants et les virements automatiques, dis-je en posant mon trieur sur le bureau. Antoine cligna des yeux. Certainement. Avez-vous quelque chose de spécifique en tête? Oui, dis-je en dépliant la première page. Je veux savoir exactement où va mon argent. Et ensuite, je veux en arrêter une partie. Peut-être la totalité. Il hocha la tête, soudain moins désinvolte. Il tapa sur son clavier, ses doigts longs et pâles. Vous avez en effet plusieurs transactions récurrentes programmées. La plupart sont mensuelles. Aide au crédit immobilier, fonds pour l'éducation, une location de voiture. Énumérez-les pour moi, dis-je. Toutes. Il imprima une feuille et me la tendit. 14 virements automatiques totalisant un peu plus de 6300 € par mois. Je fixai le papier. Antoine aussi. Quelque chose ne va pas, Madame Fletcher? Je croisai les mains sur le bureau. Elle paraissait plus vieille aujourd'hui, mais elle ne tremblait pas. Non, dis-je, rien ne va. C'est juste que c'est fini. Antoine pencha la tête, essayant de rester poli. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je veux que tous les virements automatiques soient suspendus. Immédiatement, dis-je. Jusqu'à nouvel ordre. Je viendrai chaque mois si je dois approuver des transferts. Je peux vous aider à mettre cela en place, dit-il. Mais je suis tenu de vous informer que certains de ces virements sont au nom de membres de votre famille. On pourrait vous poser des questions. Je m'y attends, dis-je, puis j'ajoutai. C'est attendu depuis longtemps. Il hésita. Nous aurons besoin de votre signature sur quelques formulaires, et je vous recommande d'imprimer l'historique complet des transactions pour que vous puissiez en garder une trace physique. Faites-le, dis-je. Pendant qu'il imprimait, je regardai par la fenêtre derrière lui. La rue était calme. Quelques feuilles volaient dans des rafales de vent. Je me demandais si Charles était déjà réveillé. Si lui et Claire parlaient de moi autour d'un brunch, ou si j'avais déjà été oublié, le malaise d'hier balayé par le dessert et l'expresso. Antoine me tendit les papiers. Je les signai proprement, chaque ligne délibérée. Je voudrais également retirer Charles Fletcher comme contact secondaire sur tous mes comptes, dis-je. Avec effet immédiat. Antoine cligna des yeux. Vous en êtes sûr? Très. Il hocha la tête, puis tapa sur son clavier. Et si je puis me permettre,
Avez-vous un nouveau contact secondaire que vous aimeriez ajouter? Je pensai à Simon, puis écartai l'idée. Ce n'était qu'un garçon, un gentil garçon distrait dont les affections pouvaient encore être modelées par les adultes qui l'entouraient. Personne pour l'instant, dis-je. Juste moi. Il hocha de nouveau la tête et glissa les formulaires mis à jour dans un dossier avec mon nom sur l'onglet. Tout est en ordre. Vous recevrez une confirmation par courrier. Merci, dis-je en me levant. En sortant, je me sentis étrangement légère. Pas heureuse. Non, ce n'était pas de la joie. Mais c'était quelque chose de plus solide. De la clarté. Il n'y avait plus de faux-semblants. Plus besoin d'essayer de rester utile à des gens qui n'appelaient que lorsque le voyant de leur moteur s'allumait ou que l'échéance de leurs frais de scolarité approchait. Je ne devais d'explication à personne. Je ne devais rien à personne. Sur le chemin du retour, je passai devant le petit cabinet d'avocat à 2 rue de la Poste. L'enseigne extérieure m'était familière. Toussaint et associés, gestion de patrimoine et succession. Je m'arrêtai, puis j'entrai. La réceptionniste leva les yeux, surprise. Prenez-vous les clients sans rendez-vous? Demandai-je. Elle vérifia l'agenda. Nous avons quelqu'un de disponible dans 20 minutes. Cela vous convient-il? Ce sera parfait, dis-je en m'asseyant. Dehors, le vent poussait plus fort contre les fenêtres. Mais j'étais stable. Mon manteau était boutonné, mon sac à main fermé, et pour la première fois depuis des années, j'entrais dans une pièce sans demander la permission d'y être. L'avocat était plus jeune que je ne l'attendais, 40 ans, peut-être moins, mais sa poignée de main était ferme et son bureau sentait le bois véritable et l'argent tranquille. Il s'appelait Marc Toussaint. Pas d'alliance, un costume bleu marine impeccable, une photo d'un chien, pas d'une famille, sur son bureau. Il me plut immédiatement. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Fletcher ?» demanda-t-il, joignant les mains d'une manière qui me disait qu'il avait eu cette conversation 100 fois, mais qu'il ferait en sorte que la mienne semble nouvelle. « Je veux modifier mon testament, dis-je. Et je veux organiser ma succession. » Il ne s'y a pas. « Très bien, nous pouvons absolument vous aider. S'agit-il d'une révision d'un document existant ou d'une restructuration complète? » Complète, dis-je. Rien de l'ancien ne doit rester. Je veux un nouveau départ. Il hocha la tête et ouvrit un dossier. Puis-je vous demander, avant de commencer, si vous avez des objectifs spécifiques pour votre succession, pour le testament? Je regardai par la fenêtre un moment avant de répondre. Le soleil avait percé les nuages juste assez pour projeter une bande d'or pâle sur sa bibliothèque. Oui, dis-je. Je veux m'assurer que les personnes qui étaient à mes côtés quand elles n'en avaient pas besoin soient celles qui en bénéficient quand elles ne le pourront plus. Cela le fit marquer une brève pause, mais il hocha de nouveau la tête. Compris. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Je lui ai parlé de Charles, de Claire, de Simon. J'étais juste. Je n'étais pas là pour punir. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste que les choses reflètent la réalité. Charles avait été nommé mon unique héritier après le décès de Georges. À l'époque, cela avait du sens. Je voulais protéger mon fils. Mais les fils deviennent des hommes, et les hommes font des choix. Et Charles avait fait les siens. Marc posa des questions prudentes. Est-ce que je voulais les déshériter complètement? Y avait-il quelqu'un d'autre que je souhaitais inclure? Il m'expliqua que le droit français protégeait les enfants avec une réserve héréditaire, mais que nous pouvions grandement limiter leur part au profit d'autres bénéficiaires. C'était exactement ce que je voulais. J'ai une petite nièce, dis-je, me surprenant moi-même. Du côté de mon frère. Elle s'appelle Jeanne. Elle vient me voir 1 fois par mois, envoie de vraies lettres, manuscrites. Je ne pense pas qu'elle sache à quel point cela compte. Marc hocha la tête. Nous pouvons mettre en place une répartition en pourcentage ou la nommer bénéficiaire principale. Elle aura la maison, dis-je. Et la voiture. Tout le reste ira dans une assurance vie. Pour elle, ou pour une cause de mon choix plus tard. Et votre fils? Demanda Marc. Non pas pour accuser, juste pour clarifier. J'y ai réfléchi. Il aura une lettre, dis-je. Marc haussa un sourcil mais n'insista pas. Une fois le cadre établi, il sortit des formulaires. Vous devrez les signer aujourd'hui. Je les ferai certifier puis nous commencerons à rédiger les documents finaux. Je signai. Ma main trembla légèrement sur la première ligne, mais pas sur la 2e ni la 3e. Quand nous eûmes terminé, j'avais mon propre dossier, élégant, gaufré, organisé. Il semblait plus solide que n'importe quelle photo de famille.
Avez-vous besoin d'aide pour informer votre famille de ces changements? Demanda Marc en me raccompagnant à la porte. Non, dis-je. Laissez la vie les en informer. Sa voix porte plus que la mienne ne l'a jamais fait. Dehors, le vent s'était calmé. Je rentrais chez moi par le long chemin, passant devant la librairie, le bistrot, le parc. Les bancs étaient vides, les arbres commençaient à revêtir leur manteau d'automne cassant. À la maison, j'ai préparé une soupe, lentilles et carottes. Simple, chaude. Je l'ai mangée lentement à table avec une serviette en tissu plié juste comme il faut. Pas de télé, pas de téléphone. Ensuite, j'ai sorti la bague en opale de mon sac et l'ai tenue à la lumière de la cuisine. Elle était ravissante, pas extravagante, mais honnête. Une taille cabochon, lisse et brillante de l'intérieur. Georges me l'avait offerte pour notre 20e anniversaire. J'avais prévu de la donner à Claire, non pas parce qu'elle la méritait, mais parce que je voulais croire que j'avais encore ma place dans leur vie. Ce geste avait été mon offrande, la preuve que je voulais encore en faire partie. Maintenant, je glissai la bague dans son enveloppe et la plaçai dans le tiroir supérieur de mon secrétaire. Pas comme un souvenir, comme un rappel. Ce soir-là, le téléphone sonna. C'était Charles. Je le laissai sonner jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. Maman, c'est moi. Je voulais juste savoir si tout va bien. Claire a dit que tu étais partie un peu brusquement hier. Elle pense que c'est peut-être son ton, mais je lui ai dit que ça ne pouvait pas être ça. Bref, rappelle-moi. Il raccrocha. Pas d'excuses. Pas de questions qui reconnaissent quoi que ce soit de plus profond qu'un désagrément. Je pris le téléphone et effacai le message. Puis j'ouvris un nouveau bloc-notes. En haut, j'écrivis « ce que je veux ». La liste était courte. Elle commençait par la paix et se terminait par la liberté de toute attente. J'avais 72 ans et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. Vieilles habitudes. Georges disait toujours que la vraie clarté venait avant le petit déjeuner. Je ne l'avais jamais cru à l'époque. Je le crois maintenant. J'ai préparé une théière et me suis assise près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir derrière les cheminées. Ce serait une journée calme, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Il restait une dernière tâche que je n'avais pas encore abordée. Une boîte au fond du placard. Pas de papier, pas de reçu, aucun chiffre, juste des souvenirs. Je la fis glisser dessous une couverture pliée. Le carton s'était ramolli au coin, le ruban adhésif bruni par le temps. À l'intérieur, des morceaux de ma vie que je n'avais pas vus depuis des décennies. La vieille montre de Georges, toujours arrêtée. Un tablier délavé avec une fleur dans la poche. Des cartes d'anniversaire avec une écriture d'enfant maladroite. À la meilleure maman du monde, d'un garçon qui ne m'appelait plus ainsi. Au fond, enveloppé dans du papier de soie, il y avait les boucles d'oreilles. De minuscules saphirs sertis dans de l'argent. C'était un cadeau de mariage de la mère de Georges. Je ne les avais pas portés depuis plus de 20 ans. Je n'étais pas sûre de les remettre un jour, mais je n'étais pas là pour pleurer. J'étais là pour faire le bilan. J'apportais la boîte dans la cuisine et disposais chaque objet sur la table comme des preuves. C'étaient les choses que je n'avais jamais essayé de vendre. Pas même quand le toit fuyait, que la machine à laver était tombée en panne ou que Charles avait perdu son emploi pour la 3e fois et avait besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. C'étaient les choses que j'avais gardées parce qu'elles comptaient. Et maintenant, je devais décider. Que allais-je en faire? Je n'étais pas pressée. J'ai fait griller du pain, les manger lentement, puis j'ai appelé le bijoutier. Bijouterie Dubois et Fils, répondit l'homme. Oui, bonjour. Mon nom est Marthe Fletcher. J'ai quelques pièces de famille que j'aimerais faire évaluer. Pas pour les vendre, juste pour avoir les idées claires. Bien sûr, Madame Fletcher. Nous pouvons programmer une consultation privée. Quand cela vous arrangerait-il? Aujourd'hui, dis-je. En fin de matinée. Il me donna une heure et je la notai sur le coin du journal de la veille. Puis j'emballai les boucles d'oreilles, le collier et la bague avec soin, séparément, comme si j'envoyais chacun vers un destin différent. Je pris le bus. C'était le même trajet que j'avais pris pendant des années, quand Georges et moi ne pouvions pas nous permettre une 2e voiture. J'avais l'habitude de transporter des provisions et des pulls tricotés à la main sur cette ligne. Maintenant, j'étais assise avec un étui à bijoux souple sur mes genoux et ce genre de calme qui ne vient que lorsqu'on n'a plus besoin de la permission de personne. La boutique était silencieuse, tout en présentoir de velours et en éclairage doux.
L'homme derrière le comptoir était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être de l'âge de Charles. Il me salua avec une chaleur convenue, puis me conduisit dans une petite pièce avec une lampe et une balance. « Voyons cela, » dit-il. Je lui tendis chaque pièce, une par une, et il les examina avec la révérence de quelqu'un qui reconnaissait la valeur quand il la voyait. Il s'arrêta sur la bague. « Jolie monture, » dit-il. L'opale est pure. C'est ancien, probablement fait à la main. Sentimental. Je hochai la tête. Un cadeau, il y a longtemps. Il hocha la tête à son tour, comme si c'était une réponse suffisante. Quand il eut terminé, il me tendit une feuille imprimée avec des chiffres et des descriptions. Je n'avais pas besoin de les lire. Je savais déjà ce que je voulais. Je ne vends pas, dis-je. Bien sûr, dit-il. Mais il est sage de savoir ce que l'on a. Oui, dis-je. C'est exactement ça. Je glissai le papier dans mon sac. Au moment de partir, il ajouta doucement. La plupart des gens viennent ici quand ils sont désespérés. Je ne suis pas désespéré, dis-je. Je suis éveillé. De retour à la maison, je rangeai les objets. Pas cachés, pas oubliés, juste placés. Cet après-midi-là, je m'assis à la table de la salle à manger avec mon chéquier. Je passai en revue chaque ligne que j'avais entourée sur l'imprimé de la banque, chaque paiement que j'avais suspendu, et j'écrivis à côté de chacun, au stylo, à quoi il avait servi. L'assurance de Claire, les repas scolaires de Simon, la deuxième voiture de Charles, l'abonnement au spa, la location du chalet pour le week-end. À côté, j'écrivis une deuxième colonne, remboursement improbable. Non par amertume, juste la vérité. Je m'arrêtai sur le chalet. Je me souvins de l'appel. Maman, cet endroit est parfait pour resserrer les liens familiaux. Tu devrais venir aussi. J'avais payé la compte. Mais quand le voyage eut lieu, je ne fus pas invité. Plus de place, avait dit Charles, penaud. La sœur de Claire vient, et Simon amène un ami. J'écrivis à côté. Pas oublié. Pas pardonné, pas pleuré, juste noté. Le téléphone sonna. Pas le fixe, mon portable. Jeanne. Salut, tante Marthe. Sa voix était enjouée. Je prenais juste de tes nouvelles. Comment vas-tu? J'avalai la boule dans ma gorge avant qu'elle ne puisse monter. Je vais bien, dis-je. Occupé, en fait. C'est super. Dis, je me demandais, le week-end prochain, je suis en ville pour une conférence. Une chance que je puisse passer? Bien sûr, dis-je sans hésiter. Viens avec un bon appétit. Je cuisinerai quelque chose de décent pour une fois. Elle rit. Marché conclu. Après avoir raccroché, je restai assise un moment dans le silence, le laissant s'installer. Personne ne m'avait demandé comment j'allais depuis des semaines. Pas vraiment. Pas depuis l'automne dernier, quand j'étais allée faire ce scanner et que Claire avait texté. Dis-nous si c'est grave. Ça ne l'était pas, mais même si ça l'avait été, je savais qu'il ne serait pas venu. On sonna à la porte. Inattendu. J'ouvris, et il était là. Charles, ébouriffé, le visage rouge, sans manteau. Maman, dit-il en s'avançant. Il faut qu'on parle. Je reculai, mais pas pour le laisser entrer. Juste assez pour que l'air passe entre nous. Je crois que tu as raison, dis-je. Il le faut. Et puis je fermai la porte. Pas claquée, pas verrouillée, juste fermée. La conversation pouvait attendre. Ma clarté, non. Le silence qui suivit le déclic de la porte fut assourdissant. Je restai là un instant, la main encore sur la poignée, respirant lentement. À travers le verre dépoli, je pouvais voir la silhouette de Charles hésiter, puis battre en retraite. Pas de coups, pas de cris. Il partit comme quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que la porte se ferme, comme quelqu'un qui avait l'habitude qu'elle reste ouverte, peu importe ce qui la franchissait. Je me retournai vers l'intérieur de la maison et marchai lentement vers le salon. Il y avait une photo sur la cheminée que je n'avais pas vraiment regardée depuis des années. Moi et Georges, bras dessus bras dessous, devant notre première voiture, un break bleu cabossé à la peinture écaillée et sans climatisation. Nous étions jeunes sur cette photo. Je portais une robe jaune que j'avais cousue moi-même. Georges avait un bras passé sur mes épaules et l'autre pointant vers le capot de la voiture comme si c'était un trophée que nous avions gagné. Nous sourions tous les deux, non pas pour l'appareil photo, mais l'un pour l'autre. C'était en 1969, l'été avant la naissance de Charles. Le commencement. Je m'assis sur le canapé et laissai les souvenirs affluer, sans y être invité. J'avais passé tant d'années à les repousser, trop occupé, trop fatigué, trop sollicité.
Mais maintenant, il n'y avait aucune raison de ne pas les laisser entrer. Georges était mort discrètement, comme il avait vécu. 1 minute, il buvait son café, la suivante, il était affalé sur sa chaise. J'avais su que quelque chose n'allait pas à l'instant où la tasse avait heurté le sol. Il était parti avant l'arrivée de l'ambulance. Charles avait 28 ans. Il avait pris l'avion, était resté 2 nuits, avait fait beaucoup de promesses. Je prendrai de tes nouvelles chaque semaine, maman. Ça avait duré 1 mois. Je ne lui en voulais pas à l'époque. Les gens font leur deuil de manière étrange. Et j'étais forte. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. J'ai géré les funérailles. J'ai vendu les outils de Georges. J'ai même tenu la quincaillerie seule pendant encore 1 an avant de la fermer. Puis j'ai recommencé. Cette partie, personne ne s'en souvient vraiment. Comment j'ai ouvert l'atelier de retouche sur la Grand-Rue avec rien d'autre que 2 machines à coudre et un prêt que je n'étais pas censé obtenir à mon âge. Mais je l'ai fait. Et j'ai travaillé. Et j'ai remboursé chaque centime. Quand Charles a été licencié, j'ai envoyé de l'argent. Quand Claire a voulu reprendre ses études, j'ai offert mon aide. Quand Simon est né, je suis venue avec des plats cuisinés et des couvertures douces. J'ai dit oui tellement de fois que j'ai oublié le son du mot « non ». Et c'est peut-être là que je me suis trompée. Dire oui quand j'aurais dû demander pourquoi. Donner quand j'aurais dû attendre. Mais je n'étais pas faite pour attendre. J'étais faite pour l'action. C'était ça, survivre. On le fait en allant de l'avant. Toujours de l'avant. Je regardais mes mains. Plus fines maintenant, veinées et tachées de rousseur. Ces mains avaient bâti une vie à partir des restes des autres. Ourlets de robes, sol frotté, chèques signés, trop portés, peut-être. Je me levai et allai dans la chambre. Dans le tiroir du haut de la commode de Georges, toujours la sienne bien qu'il n'y ait pas touché depuis des années, se trouvait une boîte à cigares en bois. À l'intérieur, l'acte de propriété de la maison, une pile de vieilles déclarations d'impôts, et une lettre que Georges m'avait écrite un jour et jamais postée. Il l'avait laissée dans le tiroir avec une note sur l'enveloppe. Pour quand tu en auras le plus besoin. Je l'ouvris avec précaution. Le papier avait jauni et son écriture était serrée et légèrement inclinée. Marthe, si tu lis ceci, c'est que je suis probablement partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une chose. Tu continueras. Tu l'as toujours fait. Mais ne laisse pas cela devenir un fardeau. Tu as le droit de te reposer, toi aussi. Le droit d'être entendu. Le droit de dire non. Tu nous as donné ta vie. Et si je ne l'ai pas assez dit de mon vivant, je le dis maintenant, merci. Et ne les laisse pas te rendre invisible. Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. Georges. Je repliai la lettre et la remis dans la boîte. Puis je fermai le tiroir et m'assis sur le bord du lit, les mains sur mes genoux. J'avais attendu, réalisé-je. Pas que Charles change, pas que Claire s'adoucisse, pas même que Simon se souvienne de la façon dont je lui tenais la main quand il avait peur du noir. Non. J'avais attendu la permission d'arrêter. Et maintenant, je l'avais. Pas de Georges. De moi-même. Je me dirigeai vers le placard du couloir et sortis une valise, la bonne. Je fis mes bagages lentement, délibérément. Quelques vêtements de rechange, une paire de chaussures souples, la photo de la cheminée. Je ne savais pas encore où j'allais. Mais je savais que j'irais selon mes propres termes. La maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à un musée dédié à quelqu'un que je ne voulais plus être. Le téléphone sonna 2 fois cet après-midi-là. Je ne répondis pas. Je passai la soirée à écrire des lettres. Pas longues. Juste assez. À Simon. J'espère qu'un jour tu comprendras le coup du silence. Je t'aimais quand tu étais petit, et je t'aime encore, mais l'amour ne suffit pas pour rester là où l'on n'est pas désiré. À Claire. Tu ne me dois pas la gentillesse, mais tu me dois l'honnêteté. Un jour, j'espère que tu la donneras à quelqu'un, même si ce n'est pas à moi. À Charles, je n'écrivis rien. Pas encore. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais parce qu'il devrait apprendre, pour une fois, à vivre avec le silence. Le même silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Le même silence qu'il m'avait laissé après chaque demande, chaque merci, maman, sans jamais demander comment j'allais, ce dont j'avais besoin, ce que je craignais. Laisse-le se poser des questions. Je glissai les lettres dans des enveloppes et les posai sur le comptoir. Le matin, je ferai des projets. Ce soir, je dormirai. Non pas d'épuisement, mais de résolution. Le lendemain matin, je n'ai pas fait de tisane. Au lieu de ça, j'ai ouvert les fenêtres.
L'air d'automne s'est engouffré comme un invité qui attendait dehors depuis trop longtemps. Il a balayé le salon, fait bruire les rideaux, soulevé les coins des papiers sur la table de la cuisine. La maison a frissonné, et moi aussi. Le changement commence toujours par un frisson. J'ai enroulé un châle autour de mes épaules et je suis restée au milieu de la pièce. La valise était toujours près de la porte, silencieuse et patiente. Mes lettres reposaient sur le comptoir, non ouvertes, non timbrées. Je n'étais pas pressée. Pas encore. À 9h40, le téléphone sonna. Je savais qui c'était. Charles. Je le laissai sonner une fois, 2 fois. À la 3e, je décrochai. Allô, dis-je, ma voix calme, égale. Sa voix était précipitée, tendue. Ce ton qu'il prenait quand quelque chose dans son monde ne se passait pas comme il avait prévu. Tu n'as pas répondu hier. Je sais. Il hésita. On peut parler? C'est ce que nous faisons. Il soupira. Non, je veux dire en personne. Je peux passer? Je préférerais qu'on parle maintenant, dis-je, tant que l'air est encore clair. Silence, puis, d'accord. Je m'assis. Pas lui. Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas quelque part, dans son bureau peut-être, ou dans sa voiture. Il avait toujours du mal à rester immobile quand il n'avait pas le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il finalement. Claire a dit que tu avais quitté le dîner à cause de quelque chose que j'ai dit. Mais maman, je plaisantais. Tu ne plaisantais pas, dis-je simplement. Bon, je ne voulais rien dire de mal. Mais tu l'as fait. Il expira bruyamment par le nez. D'accord, très bien. Peut-être que j'étais frustrée. Tu ramènes toujours le passé sur le tapis, les sacrifices, ce regard. Je voulais juste une soirée agréable. Et moi, je voulais du respect, dis-je. Nous sommes tous les deux partis le ventre vide. Il ne répondit pas. Je laissai la pause s'allonger assez pour le mettre mal à l'aise. Puis j'ajoutai, Charles, j'ai annulé les virements automatiques. Ça l'a touché. Quoi? Tous. Depuis cette semaine. J'ai parlé à la banque. J'ai parlé à mon avocat. Il se mit à parler par-dessus moi, vite, paniqué. Attends, quoi? Tu ne peux pas faire ça. Maman, ça couvre l'école de Simon, la mutuelle de Claire, le 2e prêt immobilier. C'est des milliers d'euros. Je sais, dis-je. J'ai signé les chèques. Tu ne m'as même pas prévenu. Je n'étais pas obligée. Il émit un son, mi-rire, mi-ricanement. Tu nous punis. Tout ça à cause d'une mauvaise soirée. Non, dis-je. C'est à cause de ces 15 dernières années. Il se tut. Je pouvais presque entendre ses pensées, les engrenages tournant, pesant ce qu'il pouvait dire pour renverser la situation. Mais je n'étais plus un problème à résoudre. Plus maintenant. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, dis-je, plus doucement maintenant. Je fais ça parce que je ne veux plus être complice. Complice de quoi? De mon propre effacement. Cela le fit taire de nouveau. Charles, dis-je, sais-tu quand tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose? Sans le précéder d'un « dis, maman, vite fait ?» Tu t'en souviens? Il ne répondit pas. Moi, oui, dis-je. C'était l'année de la naissance de Simon. Tu étais passé juste pour prendre de mes nouvelles après la mort de Georges. Tu avais apporté de la soupe. Tu m'as laissé parler. C'était il y a longtemps. Oui, dis-je. C'était le cas. Maman, voyons. Tu exagères. Nous sommes une famille. Les familles ne se traitent pas comme des banques avec des paillassons, l'interrompis-je. N'appelle pas ça une famille. J'ai été sous beaucoup de stress, dit-il, changeant de tactique. Le travail, les notes de Simon. Claire a été. Je fermai les yeux. Charles, je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'ai même pas besoin d'excuses. J'ai besoin de limites. Il rit amèrement. On dirait que tu sors de chez un psy. On dirait que je suis quelqu'un qui s'écoute enfin. Plus de silence, puis, doucement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et voilà. La première question honnête. Je laissai le moment s'installer avant de répondre. Je veux que tu comprennes, dis-je. Pas seulement que tu m'entendes, pas seulement que tu hoches la tête en attendant que je me taise. Je veux que tu comprennes que je vous ai donné ma vie. Et quelque part en chemin, je me suis perdue. Et ça s'arrête maintenant. Il ne dit rien. Je ne me précipitais pas pour combler le silence. Finalement, il dit, « Alors quoi? Tu nous coupes les ponts. Je me choisis, moi, dis-je. Si ça ressemble à une coupure,
Ça en dit peut-être long sur la façon dont nous étions connectés. Je ne sais pas quoi dire. Je sais. Une autre pause, puis, à contre-cœur. Je peux passer demain, juste pour parler? Tu peux, dis-je. Mais pas pour me convaincre. Pas pour annuler quoi que ce soit. D'accord, dit-il. J'ai attendu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ajouta doucement. Comment vas-tu, maman? Je ne m'attendais pas à ce que la question atterrisse de cette façon. Je l'ai senti dans ma poitrine, comme un écho de ce que j'étais autrefois. Je suis encore en train de le découvrir, dis-je honnêtement. Puis j'ajoutai, mais aujourd'hui, je vais mieux qu'hier. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'accord. Et il raccrocha. Je posai le téléphone doucement. Dehors, le vent avait ralenti. Les rideaux voletaient moins. L'air était toujours clair. Et moi aussi. On frappa juste après midi. Pas fort, pas pressé. Juste quelques coups mesurés à la porte d'entrée. J'étais prête. Je l'attendais depuis le petit déjeuner. J'avais même disposé 2 tasses sur le comptoir de la cuisine, bien que je n'ai pas rempli la bouilloire. Je n'étais pas sûre de vouloir offrir du thé. Pas encore. J'ouvris la porte. Charles se tenait là, dans son blazer et son jean habituel, le genre de tenue qui lui donnait un air décontracté, compétent, en contrôle. Mais aujourd'hui, son col était froissé et ses cheveux étaient aplatis d'un côté comme s'il s'était allongé trop longtemps. Il avait l'air fatigué. Pas du travail, de quelque chose de plus profond. Salut, dit-il. Je m'écartai. Entre. Il n'avait rien apporté. Pas de mallette, pas d'offrande de paix, pas même Simon, dont la présence aurait pu adoucir les angles. Il entra, jeta un coup d'œil au salon comme s'il avait changé. Ce n'était pas le cas. Les mêmes photos, la même horloge au tic-tac trop fort, le même tapis sur lequel il s'allongeait avec ses dinosaures en plastique. Ça sent la cannelle, dit-il. J'ai fait une tarte, répondis-je. Il s'assit sur le bord du canapé, maladroit, comme un invité qui ne sait pas s'il abuse de son temps. Je m'assis en face de lui, dans le vieux fauteuil de Georges. La distance entre nous n'était pas grande, mais elle ressemblait à un couloir avec trop de portes fermées. Merci de m'avoir laissé venir, dit-il. Je t'ai dit que tu pouvais. Il hocha la tête, mais ne croisa pas mon regard. Une longue pause suivit. Je ne me précipitai pas pour la combler. Finalement, il dit, claire et furieuse. Je haussai un sourcil. Elle pense que tu nous punis. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Charles soupira. Tu as vraiment tout coupé? Oui. Et la succession? L'amie de Claire travaille dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des successions. Elle a entendu quelque chose. J'ai tout mis à jour, dis-je. Légalement, définitivement. Maman. Sa voix s'adoucit, non pas suppliante, mais incertaine. Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Ce n'était pas soudain, dis-je. C'était lent. Douloureusement lent. Comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. Tu ne l'as juste pas vu arriver. Il se frotta les mains. Tu penses que j'ai profité de toi. Je sais que vous l'avez fait. Il tressaillit. C'était la première fissure visible. Tu es ma mère, dit-il. Je pensais qu'on avait, je ne sais pas, un arrangement. Nous en avions un. Je donnais. Vous preniez. Ce n'est pas juste. Non, dis-je. Ce n'est pas juste. Il se pencha en arrière, expirant bruyamment. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle nous sommes. Le travail de Claire est instable. Les notes de Simon baissent. L'hypothèque. Vous dites ça depuis 10 ans, l'interrompis-je. Mais bizarrement, il y a toujours de l'argent pour de nouveaux téléphones, des escapades le week-end, des clubs de vin et des voyages au ski. Ça, c'est clair. Non, dis-je sèchement. C'est toi aussi. Tu as fait les choix. Tu étais à ses côtés quand elle me regardait comme si j'étais une employée qui prolongeait son service. Il ne contesta pas. Tu as raison, dit-il après un moment. Tu as raison sur beaucoup de choses. Je suppose que je ne pensais pas que tu dirais non, un jour, conclus-je pour lui. Il leva les yeux, croisa mon regard. Oui. Je me penchai en avant, les mains jointes. Te souviens-tu de la dernière fois que tu m'as prise dans tes bras sans avoir besoin de quelque chose? Sa bouche s'ouvrit, se referma. Moi, oui, dis-je. Simon avait 2 ans. Tu l'as déposé pour le week-end. Tu m'as embrassé sur la joue et tu m'as remercié. C'était la dernière fois que tu m'as regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la chaleur.
Il déglutit difficilement. Maman, je ne te dis pas ça pour te faire du mal, dis-je. Je te dis ça parce que j'ai passé des années à penser que si je donnais assez, on se souviendrait de moi. On m'apprécierait. Mais on ne peut pas acheter l'amour, Charles. Je pensais pouvoir le gagner en étant utile, mais tout ce que ça a fait, c'est vous apprendre que je venais avec des conditions que vous n'aviez pas à remplir. Il passa une main dans ses cheveux. Ses doigts tremblaient légèrement. Je n'avais pas réalisé, murmura-t-il. Tu ne voulais pas réaliser. Il paraissait plus vieux maintenant. Pas à cause du temps, à cause de la prise de conscience. Je n'ai jamais voulu. Il laissa sa phrase en suspens. J'ai attendu. Je ne pensais juste pas que tu t'éloignerais un jour. Je ne me suis pas éloigné, dis-je doucement. Vous avez cessé de vous accrocher. Silence à nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, dis-je. Mais tu devras vivre avec la situation actuelle. Ce n'est pas une punition. C'est la réalité. Il hocha la tête lentement. Est-ce que j'ai une autre chance? Je penchai la tête. Qu'est-ce que tu en ferais? Il ne répondit pas. Et c'était une réponse suffisante. Je me levai. Tu veux de la tarte? Demandai-je. Elle est encore tiède. Il parut surpris. Oui. S'il te plaît. J'apportai 2 parts, servies sur des assiettes dépareillées. Nous nous sommes assis, sans parler, juste en mangeant. Pour une fois, le silence semblait neutre. Ni lourd, ni froid. Juste vrai. Quand il partit 1 heure plus tard, il s'arrêta à la porte. Je t'appellerai, dit-il. Seulement si tu veux savoir comment je vais, répondis-je. Il hocha la tête une fois. Je le ferai. Je ne savais pas si je le croyais, mais pour l'instant, c'était suffisant. L'enveloppe est arrivée un mardi. Couleur crème, épaisse, le genre de papier que les gens choisissent quand ils veulent paraître importants. Mon nom était écrit en cursive soignée. Pas d'adresse de retour. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur se trouvait une invitation. Non pas manuscrite, mais imprimée par un professionnel avec de petites fioritures dorées dans les coins. Vous êtes cordialement invité à un dîner de célébration en l'honneur de la bourse d'études de Simon Fletcher. La date était ce samedi. Heure, 18h12. Lieu, le country club du Val-Fleury. RSVP demandé. Je la fixai longuement. Il n'y avait pas de mots, pas de message personnel, juste mon nom, comme si quelqu'un du côté de Claire avait décidé de m'inclure à la dernière minute et avait imprimé une invitation supplémentaire. Pas un mot de Charles. Pas même un appel téléphonique après sa visite la semaine dernière. Et Simon, je ne l'avais pas vu depuis ses 11 ans. Pourtant, je traçais les lettres de son nom avec mon pouce. Il avait toujours été un garçon doux, calme, prudent, avec de grands yeux sombres comme son grand-père. Le genre qui construisait des châteaux avec des coussins de canapé et vous donnait son dessert si vous aviez l'air triste. La dernière fois qu'il m'avait serré dans ses bras atteignaient à peine ma taille. Je posai l'invitation sur la table et allai à la fenêtre. Dehors, les feuilles avaient commencé à tomber. Rouges, jaunes, cassantes, du genre qui s'émiettent sous vos chaussures comme le passé sous la pression. Je ne bougeai pas pendant un long moment. Puis je pris le téléphone et appelai Jeanne. « Salut », répondit-elle, joyeuse comme toujours. « Es-tu libre ce samedi ?» demandai-je. Une pause. « Je crois que oui. »« Pourquoi ?»« J'ai un événement, dis-je. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. » Elle ne demanda pas de quel genre. N'hésita pas. « Bien sûr. Qu'est-ce que je dois porter ?» Je souris. Quelque chose qui te donne le sentiment d'être solide. Samedi arriva, froid et rapide. Je portais la robe vert foncé que je n'avais pas touchée depuis des années, celle dont Georges disait toujours qu'elle faisait ressortir l'éclat de mes yeux. Je relevai mes cheveux, enfilai les boucles d'oreilles en perles, ne mis pas de parfum. Jeanne arriva à 17h. Elle portait du bleu marine et un rouge à lèvres discret. Quand elle me vit, elle cligna des yeux. « Tante Marthe », dit-elle doucement. On dirait une femme sur le point de clore un chapitre. Pas de clore, dis-je. Juste de le souligner. Elle m'offrit son bras et nous partîmes ensemble. Le country club du Val-Fleury était aussi élégant et sans goût que dans mes souvenirs. De hautes portes vitrées, trop de laiton, un voiturier qui essaya de prendre les clés d'une voiture que nous ne conduisions pas. À l'intérieur, la salle à manger était chaude et éclairée d'or, avec des tables rondes couvertes de lin blanc et des couverts en argent disposés comme des instruments chirurgicaux. Je les repérai tout de suite. Charles, Claire, Simon.
Simon était plus grand maintenant, plus mince. Les mêmes yeux sombres, cependant. Il portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait et des chaussures qui n'étaient probablement pas les siennes. Il souriait, riant à quelque chose que Claire lui chuchotait. Puis il me vit, et le sourire vacilla. Pas disparu, mais adouci, comme s'il ne savait pas comment le placer. Je m'approchai, Jeanne juste derrière moi. Claire fut la première à se ressaisir. Elle esquissa un sourire pincé. « Marthe, je ne pensais pas que tu viendrais. »« J'ai été invitée, » dis-je calmement. « Bien sûr. » Ses yeux se posèrent sur Jeanne. « Et voici mon invité. » Simon s'avança, hésitant. « Mamie. » Cela me frappa comme une gifle. Je n'avais pas entendu ce mot de sa bouche depuis 5 ans. « Simon » dis-je en lui tendant la main. Il la prit. Sa poignée était incertaine, mais chaude. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il. Et un instant, je le crus. On nous montra nos places. Pas à la table principale, bien sûr. Près du fond, à une distance polie. C'était bien. Jeanne se pencha et murmura. « Tu veux partir ?»« Non, » dis-je. « Je veux voir. » Les discours commencèrent peu après le plat principal. Claire parla la première, pleine d'une fierté mesurée. Puis Charles, se tenant un peu trop raide, remercia tout le monde de soutenir l'avenir de Simon. Il jeta un coup d'œil vers moi une fois, mais ne me nomma pas. Et puis Simon se leva. Il était nerveux, mais pas timide. Il remercia ses professeurs, ses parents, son conseiller d'orientation. Et puis, me regardant droit dans les yeux, il dit « Et à la personne qui m'a appris à bien tenir un crayon et à finir ce que j'avais commencé, même quand les choses devenaient difficiles. » Il marqua une pause. Ma grand-mère, Marthe Fletcher. Il y eut un silence dans la pièce, bref mais indubitable. Je ne souris pas. Je n'hochai pas la tête. Je le regardais simplement, parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait. Après les applaudissements, Simon retourna à la table. Mais il ne s'assit pas près de ses parents. Il vint à la nôtre. « Je peux m'asseoir ici un peu ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » dis-je. Il baissa les yeux sur son assiette, puis les releva vers moi. Je suis désolé de ne pas avoir appelé. Je touchai légèrement sa main. Tu viens de le faire. Nous sommes restés là, à manger le dessert, tandis que de l'autre côté de la pièce, Charles observait. La bouche de Claire était serrée de questions qu'elle ne posait pas. Laisse-les demander. Laisse-les s'interroger. Parce que j'avais fini d'expliquer. Et Simon, il avait retrouvé son chemin. C'était suffisant. Nous n'avons pas beaucoup parlé après le dessert. Simon resta assis à côté de moi, finissant son gâteau lentement, comme s'il ne voulait pas retourner à leur table. Jeanne discuta avec lui de l'école, attentive à ne pas le brusquer. Elle avait cet instinct, cette capacité silencieuse à lire une pièce, à marcher doucement dans le deuil des autres. À un moment donné, j'ai senti que Charles nous observait, non pas avec colère, mais avec incertitude. Il n'est pas venu. Claire non plus. Qu'il reste avec ça, pensais-je. Qu'il reste avec la forme de leur propre absence. Quand la soirée s'est terminée, les gens sont sortis avec des embrassades et des poignées de main, comme toujours dans ces occasions. Mais Simon est resté à mes côtés. Dehors, sous la douce lueur des lanternes du club, il m'a de nouveau serré dans ses bras. Pas avec raideur, pas pour la galerie. Je le pensais vraiment, dit-il. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour eux, dis-je. Je sais. Il jeta un coup d'œil vers le parking où Charles se tenait près de la voiture, les bras croisés, attendant. Je ne sais pas comment être différent d'eux, admit Simon. Tu n'as pas à être différent, dis-je. Tu dois juste décider qui tu vas être. Chaque fois qu'on te donne le choix. Il hocha la tête. Alors, je peux t'appeler demain ? Oui, dis-je. Tu peux. Jeanne et moi le regardâmes s'éloigner, les épaules légèrement voûtées, les mains dans les poches. Un garçon de nouveau, juste pour un instant. Dans la voiture, aucune de nous ne parla jusqu'à ce que nous soyons presque revenus dans mon quartier. Jeanne se tourna vers moi. C'était courageux. Non, dis-je. C'était attendu depuis longtemps. Elle ne contesta pas. Quand nous sommes rentrés, je n'ai pas défait ma valise. Je ne me suis pas assise. J'ai marché directement vers la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où j'avais laissé les lettres. Celles que j'avais écrites après la visite de Charles. Celles que je n'avais pas postées. Elles étaient toujours là. Je les ai relues, ligne par ligne. Celles pour Simon, je les gardais.
Celle pour Claire, je l'ai déchirée en deux. Pas par colère, juste par clarté. Il n'y avait pas de pont à traverser. Rien à sauver. Celle pour Charles, je ne l'avais toujours pas écrite. Jusqu'à maintenant. Je m'assis à la table, pris un stylo et commençai. Charles, tu as demandé des explications, un contexte, une carte pour traverser tout ça. Je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est ceci, j'ai donné, donné et donné. Et pas une seule fois tu n'as demandé s'il me restait quelque chose. Pas une seule fois tu n'as demandé ce que ça me coûtait. Tu ne me voyais pas, Charles. Tu voyais ce que je pouvais faire pour toi. Et quand ça a changé, quand j'ai finalement demandé de l'espace, de la dignité, un simple merci, tu as appelé ça de la cruauté. Mais voici la vérité. Te dire non est la chose la plus bienveillante que j'ai faite pour moi-même depuis des années. Il n'est pas trop tard. Mais le chemin du retour ne passe pas par mon portefeuille. Il passe par ton cœur. Si jamais tu le trouves, tu sais où me joindre. Marthe. Je ne signais pas « Maman ». Ce n'était plus un titre. C'était un rôle, et il m'en avait retiré il y a longtemps. Je pliai la lettre et la mis dans une enveloppe. Le dimanche matin, je la postai. Pas de suivi, pas de recommandé, juste une enveloppe blanche ordinaire avec son nom. Puis je suis allée à l'église. Pas pour le sermon, ni même pour la musique. Mais parce que je voulais m'asseoir parmi des gens qui croyaient encore aux secondes chances, qui préparaient encore des plats pour les voisins, qui demandaient encore « Comment allez-vous ?» en le pensant. Madame Hélier était là, et le vieux monsieur Dubois. Et 2 rangs plus bas, la jeune femme des Harris, celle qui avait perdu son mari en juin. Nous nous sommes fait un signe de tête, comme le font les veuves. Pas de pitié, pas d'intrusion. Juste une reconnaissance. Après, ils m'ont invité à prendre un café dans la salle paroissiale. J'ai dit oui. Je suis restée 1 heure. Ils m'ont posé des questions sur Georges, sur la boutique que je tenais. Personne n'a posé de questions sur Charles. C'était une gentillesse dont je ne savais pas que j'avais besoin. Quand je suis rentrée, la maison ne semblait pas si silencieuse. Elle semblait mienne. La valise était toujours faite. Je l'ai défaite. Non pas parce que je restais, mais parce que je n'avais plus besoin de partir pour me sentir libre. Les jours suivants passèrent sans bruit. Pas d'appel, pas de coup à la porte. Juste le vent bruissant dans les érables derrière la maison, le craquement occasionnel des planches du porche quand le facteur montait les marches, le rythme régulier de ma propre routine. Café à 7 heures, marche jusqu'au marché à 10 heures, un livre avant de dormir. Je m'attendais à une vague, une réaction, mais rien ne vint. C'était comme si, ayant réalisé que le puits était à sec, ils étaient simplement partis en chercher un autre. Et puis, un vendredi après-midi, une lettre arriva. L'écriture m'était familière, bien que plus tremblante que dans mes souvenirs. Je l'ouvris lentement. Mamie, je ne sais pas ce que je suis censée dire. Maman et papa ne parlent pas beaucoup de ce qui s'est passé, mais je sais que tu étais là pour moi le week-end dernier, et je sais que tu n'étais pas obligée. Je suis désolée de ne pas avoir été là, d'avoir oublié que tu étais plus que la grand-mère qui fait des tartes. Je me souviens de choses maintenant. Toi me montrant comment dessiner des arbres, me disant que parfois l'amour est silencieux, mais toujours vrai. Je ne suis pas sûre de ma position avec eux, mais je sais que je veux te connaître. Si tu me le permets. Simon. Je pliai la lettre avec des mains prudentes et la posai sur la table. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, quelque chose comme une respiration qui revient après une longue plongée. Ce soir-là, j'ai fait une tarte. Pas pour un événement, pas pour des invités. Juste pour le réconfort de l'odeur, de la cannelle et de la pomme, de la chaleur remplissant les coins de la maison. J'enveloppais une part dans du papier aluminium, ajoutais un mot pour quand le monde semble bruyant et la postai le lendemain matin. Pas un grand geste. Juste un fil. Un pont. Quelques jours plus tard, un autre coup à la porte. Pas Charles. Claire. Elle se tenait sur le porche comme quelqu'un contraint par une obligation. Son manteau était trop élégant pour le temps qu'il faisait. Ses yeux balayèrent les haies avant de se poser sur moi. Je pensais qu'on devrait parler, dit-elle. Je ne bougeais pas pour l'inviter à entrer. Elle ajusta la lanière de son sac. Charles ne gère pas bien la situation. Il ne dort plus. Il est distrait. Il n'est plus lui-même. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Demandai-je. Doucement mais fermement. Elle cligna des yeux. Tu es sa mère. J'étais celle qui lui permettait tout, corrigeai-je. Maintenant, je ne le suis plus. Claire se raidit. Nous faisons tous des erreurs.
Vous en avez fait une habitude. Le silence s'étira entre nous. Elle se balança d'un pied sur l'autre. Je suis venue parce que je pensais que tu voudrais trouver un moyen de revenir. Je la regardai. Cette femme avec qui j'avais tant essayé de me lier d'amitié. Celle à qui j'avais offert des bijoux, des recettes, des trajets pour ses rendez-vous. Celle qui ne m'avait jamais demandé une seule fois ce dont j'avais besoin. Je l'ai déjà trouvée, dis-je. Le chemin du retour vers moi-même. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Finalement, eh bien, j'ai essayé. Oui, dis-je. Vous avez essayé quand ça a commencé à vous affecter. Elle partit sans un autre mot. Je fermai la porte lentement. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie à la fenêtre de la cuisine. Pas pour que quelqu'un la voie. Juste pour moi. Une petite flamme dans le noir. Quelque chose qui brûlait encore, après tout. Et le matin, la maison ne semblait pas froide. Elle semblait méritée. La première neige est tombée plus tôt que d'habitude. Je la regardais depuis le fauteuil près de la fenêtre, enveloppée dans un épais châle que Georges avait ramené un jour d'un voyage à Annecy. Les flocons tombaient lentement, proprement, recouvrant la rue de silence. C'était le genre de neige qui rendait le monde plus aimable qu'il ne l'était. Je n'avais nulle part où aller. Personne n'attendait un plat, pas de course pour la vie des autres. Juste le rythme régulier de ma propre respiration, la bouilloire qui commençait à chanter derrière moi, et la paix d'être inutile à quiconque sauf à moi-même. Je sirotai ma tisane et ouvris à nouveau la lettre de Simon. Je l'avais déjà lue 3 fois. Il y avait une phrase vers la fin à laquelle je n'avais pas prêté assez attention auparavant. Je me souviens quand tu m'as dit que la vérité n'est pas quelque chose qu'on crie, c'est quelque chose qu'on vit. Je lui avais dit ça. Il avait 8 ans, je crois, et il pleurait parce qu'un garçon à l'école l'avait traité de mauviette. Je l'avais. Assis sur la balançoire du porche, enveloppé ses petits poings dans les miens et dit ces mots comme si je les croyais. Et maintenant, des années plus tard, il s'en souvenait. Pas des plats cuisinés, pas des cadeaux d'anniversaire, pas de l'argent. Mais le Porsche, les mots. Moi. C'était le genre d'héritage que je voulais laisser. Pas des biens immobiliers, pas des bijoux, pas des testaments soigneusement rédigés et des dîners congelés avec une étiquette nominative. La vérité vécue, pas criée. Le téléphone sonna juste après midi. Je répondis à la 2e sonnerie, sans me presser. Mamie. Simon. Oui. Je suis dehors. Je regardais par la fenêtre et il était là, debout dans un manteau trop fin pour le temps, tenant un sac en papier, la neige poudrant ses épaules. J'ouvris la porte. Tu n'as pas appelé avant, dis-je. Je sais, dit-il. Je ne voulais pas te donner le temps de dire non. Je souris. Malin. Il entra, tapant la neige de ses bottes. Je lui tendis une serviette et il s'essuya les cheveux. Ses joues étaient rouges de froid, mais ses yeux étaient stables. J'ai apporté quelque chose, dit-il en tendant le sac. À l'intérieur, un pot de miel, une miche de pain et une petite bougie de travers. C'est moi qui l'ai faite, dit-il en désignant la bougie. Projet scolaire. Ça sent le cèdre et l'orange. Je la portai à mon nez et inspirai. Ça sentait décembre et le souvenir. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai fait griller le pain. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant que nous mangions. Il me regardait comme quelqu'un qui essaie de lire un livre lentement, de peur de manquer quelque chose. Ensuite, nous sommes retournés au salon. J'ai allumé sa bougie et l'ai posée sur la table basse. Tu n'as rien à expliquer, dit-il soudainement. Ni sur papa, ni sur l'argent, ni sur rien de tout ça. Je n'allais pas le faire, dis-je doucement. Je voulais juste être ici, dit-il, avec toi. Je hochai la tête. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de vous tous. Il baissa les yeux sur ses mains, puis les releva. Avant, je pensais que tu étais juste gentille. Mais maintenant, je sais que tu étais forte. Tu le es toujours. Je ne répondis pas. Il n'en avait pas besoin. Nous sommes restés assis en silence, le genre qui ne semble pas vide. Tandis que la neige s'épaississait dehors et que la flamme de la bougie brûlait, basse mais stable. Ce soir-là, quand il est parti, il m'a de nouveau serré dans ses bras. Pas comme un garçon, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Je l'ai regardé retourner dans la neige, ses empreintes nettes dans le blanc. Je ne me sentais pas fière. Je me sentais vue. Dans les semaines qui suivirent, Simon commença à appeler tous les dimanches. Pas de longues conversations. Juste assez. Quelques nouvelles, 1 ou 2 questions. Des rires parfois, du silence aussi parfois, le bon.
Celui qui s'installe entre des gens qui savent qu'ils n'ont pas à combler l'espace pour y être les bienvenus. Une fois, il m'a demandé si je me souvenais des histoires que je lui racontais sur l'oiseau bleu qui nichait dans notre boîte aux lettres quand il était petit. Je lui ai dit, bien sûr que je m'en souviens. Comment il a pondu 3 œufs, comment nous les vérifions chaque jour, comment je lui ai fait promettre de ne pas toucher le nid. Il a dit qu'il avait écrit un poème à ce sujet en cours de français. Je n'ai pas demandé à le lire. Je n'en avais pas besoin. Ce dimanche-là, après avoir raccroché, je me suis retrouvée à nouveau près de la boîte aux lettres, enlevant le givre. Pas de nid cette fois. Juste le souvenir. Claire a appelé aussi, une fois. Pas pour s'excuser. Pour informer. Il y a eu un changement dans le travail de Charles, dit-elle d'un ton neutre. Il pourrait être licencié d'ici le prochain trimestre. J'écoutais, attendis. Elle marqua une pause, puis, doucement, il ne va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je. Il ne dort pas. Il arpente la maison la nuit. Il dit que ta lettre ne le quitte plus. Je ne dis rien. Je ne demande rien, ajouta-t-elle. Je pensais juste que tu devais le savoir. C'était la chose la plus humaine qu'elle ait dite depuis des années. Merci, dis-je, et je le pensais. Elle raccrocha. Une semaine plus tard, une lettre de Charles arriva. Pas tapée, pas longue. Juste 6 lignes. Maman, tu avais raison. Je ne te voyais pas. Je voyais ce que tu me donnais. Et je supposais que tu serais toujours là pour donner. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je le veux. Si jamais tu en as envie, appelle-moi. Je t'aime, Charles. Je n'ai pas pleuré. J'ai mis la lettre dans le tiroir à côté de celle de Georges. Certaines choses ont besoin de temps. D'autres ont juste besoin d'être laissées là où elles sont. Comme preuve que la clarté, quand elle vient, est souvent trop tardive pour la restauration, mais juste à temps pour le bilan. Ce dimanche-là, Jeanne est passée. Nous avons fait de la soupe ensemble, comme au bon vieux temps. Elle épluchait les carottes pendant que je coupais les poireaux. Nous nous déplacions dans la cuisine comme des femmes qui comprenaient ce que signifiait être utile, mais pas utilisé. J'ai vu ton nom sur la liste des donateurs du refuge pour femmes, dit-elle. Je ne l'y ai pas mis. Eh bien, il y est. Je haussai les épaules. Laisse-les s'interroger. Elle sourit. Tu changes les choses, même maintenant. Je remets les choses en ordre, dis-je. Pour moi. Plus tard, nous avons mangé en silence. Le genre qu'on gagne. Le genre qui vient après que tout a été dit. En partant, elle m'a embrassé sur la joue. Tu sembles plus légère, dit-elle. Je ne porte plus ce qui n'a jamais été à moi de tenir, dis-je. Après son départ, j'ai éteint les lumières, je suis restée au milieu de la maison et j'ai écouté. Pas de voix, pas de demande. Juste ma respiration, juste le calme. Et c'était comme être à la maison. La nouvelle année est arrivée sans cérémonie. Pas de fête, pas de champagne. Juste moi, assise dans mon fauteuil avec une tasse de tisane, regardant la trotteuse de l'horloge murale pousser la nuit vers le matin. Quand l'heure a changé, je n'ai pas dit un mot. J'ai juste expiré. Et c'était suffisant. Le premier lundi de janvier, je suis allée à la banque. Non pas parce que quelque chose n'allait pas. Parce que je voulais le voir. Mon solde, mon nom, la trace ininterrompue de mes propres décisions. Antoine m'a salué comme une vieille amie. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là, il a juste souri et dit « Nous avons toujours ces papiers de succession au dossier si vous souhaitez revoir quoi que ce soit. » Je ne change rien, ai-je dit. Je voulais juste me rappeler que c'était réel. Il a compris. Les bonnes personnes ne se présentent pas toujours sous la forme de la famille. Ensuite, je me suis arrêtée à la quincaillerie. J'avais commandé une petite plaque en laiton pour le portail d'entrée. Pas un nom de famille, pas un message de bienvenue. Juste Marthe Fletcher, résidente. Je l'ai vissé moi-même cet après-midi-là, les mains stables malgré le froid. Quand j'ai fini, j'ai reculé et je l'ai lu à voix haute une fois. Pas pour les voisins. Pour moi. Le lendemain, j'ai reçu une carte par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo de Simon debout près de la bibliothèque universitaire, emmitouflé dans un manteau de laine, tenant une pancarte qui disait « Le premier de la famille, mais pas le dernier ». Il y avait un post-it plié à l'intérieur. Ta voix est dans chaque pas que je fais. Je l'ai épinglé sur le tableau de liège dans la cuisine, à côté de vieilles recettes et de listes de courses. Ce week-end-là, j'ai fait du pain pour la collecte de l'église. Pas parce que je devais le faire. Parce que je le voulais. Donner,
Il s'avère, vit toujours en moi. Mais maintenant, cela a des frontières. Les gens ont commencé à le remarquer. Madame Hélier m'a demandé si j'envisagerais de diriger à nouveau le club de lecture de la communauté. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Monsieur Dubois a apporté une caisse de bois de chauffage et n'a rien dit. Il l'a juste déposée près du porche. Même Claire a envoyé une carte. Pas une excuse complète. Juste une ligne d'une écriture soignée. Nous aurions tous pu faire mieux. Je le vois maintenant. Je n'ai pas répondu. Certaines choses sont mieux laissées reconnues mais sans réponse. Un soir, au crépuscule, je me suis assise sur le porche avec une couverture sur les genoux et une tasse de café qui refroidissait dans ma main. Les enfants du quartier jouaient dans la rue, emmitouflés dans des doudounes, se criant des bêtises dans un langage que seuls les jeunes semblaient connaître. Et j'ai pensé, non pas à ce qui m'avait été pris, mais à ce que j'avais reconquis. Pas la vengeance, ni même la réconciliation. Juste de l'espace. Le droit de choisir, le droit de me reposer, le droit de cesser d'être utile et d'être quand même vu. Georges aurait aimé cette version de moi. Pas seulement pour sa force, mais pour sa paix. Quand la lumière du porche s'est allumée, je n'ai pas bougé. Je suis restée assise un peu plus longtemps, laissant le calme s'installer autour de moi comme un second châle. Il y aurait toujours des échos de dîners non dits, d'anniversaires oubliés, de services rendus en retour avec du silence. Mais ils ne faisaient plus mal. Ils existaient simplement, comme de vieux meubles dans un coin. Utiles autrefois, mais plus nécessaires. Je n'attendais plus d'être invitée à entrer. J'avais construit ma propre maison à l'intérieur de moi-même. Et elle tiendrait debout. On dit que la plupart des femmes de mon âge deviennent invisibles. J'y croyais autrefois. Puis j'ai arrêté de me comporter comme elle s'y attendait. Et soudain, tout le monde s'est mis à me regarder. Le pharmacien m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour attraper quelque chose. La jeune femme de la boulangerie m'a appelée « Madame » et m'a offert une réduction. Même l'employé de la compagnie d'électricité, qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux pendant toutes les années où je payais les factures en retard de Charles, s'est arrêté et m'a demandé si j'allais bien ces jours-ci. J'ai dit oui, et je le pensais. Ce n'est pas la vie que j'imaginais avoir à plus de 70 ans. J'avais imaginé des vacances remplies de rires bruyants et de tables en désordre, des petits-enfants endormis sur des canapés, quelqu'un criant depuis la cuisine. « Maman, où est la cannelle ?» À la place, j'ai le silence. Une petite maison au plancher usé, une seule voix, la mienne, qui s'y déplace sans hésitation. Et c'est assez. Certains matins, je me promène dans le quartier et je remarque à quel point peu de choses ont changé. Les Grandsons ont toujours leur pelouse trop soignée. Les enfants Martinez roulent toujours à vélo trop vite au coin de la rue. Le même arbre près de l'arrêt de bus penche toujours vers la gauche comme s'il était fatigué de prétendre pousser droit. Mais j'ai changé. Je ne me fais plus petite dans les conversations. Je n'explique plus mes choix comme si j'avais commis un crime. Je ne me demande plus si j'ai été trop dure, trop froide ou trop tardive. J'étais juste à temps. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Charles. Sa voix était plus douce, plus lente. « Salut, maman. Je ne sais pas si tu écouteras ça, mais je voulais dire que j'ai relu ta lettre 2 fois, et je crois que je commence à comprendre. Tu n'as pas à me rappeler. Je voulais juste que tu saches que j'écoute, maintenant. Je ne l'ai pas effacé. Je n'ai pas rappelé. Certaines portes restent fermées. Non par colère, mais par compréhension. Certains amours sont meilleurs à distance. Simon vient me voir une fois par mois maintenant. Il ne reste pas longtemps. Nous buvons du thé, parlons de livres. Parfois nous nous asseyons simplement en silence et mangeons ce que j'ai préparé. Il apporte des nouvelles de l'école, de ses projets. Il pose des questions non seulement sur le passé, mais sur moi. Qui j'étais, qui je suis. Une fois, il a demandé si je regrettais quelque chose. Je lui ai dit que non. Le regret exige de croire qu'on avait le pouvoir de choisir différemment quand on ne savait même pas qu'un choix existait. Mais je sais mieux maintenant. Ces jours-ci, j'écris dans un petit carnet que je garde près du lit. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour moi. J'écris ce que je remarque, ce dont je me souviens, ce que je refuse d'oublier. L'entrée d'hier. La liberté ne vient pas quand ils arrêtent de prendre. Elle vient quand on arrête de donner ce qui n'a jamais été à nous d'offrir. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Sans rêve. Paisible. Si vous lisez ceci et que vous avez déjà eu l'impression d'avoir disparu le jour où ils ont cessé d'avoir besoin de vous, ne le croyez pas. Vous n'avez jamais été invisible. Vous regardiez juste dans les mauvais yeux. Commencez par les vôtres.
Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la. Pas pour moi. Pour chaque femme à qui l'on a dit qu'elle devrait être reconnaissante pour le silence.